Merci beaucoup, Rachel, pour cette invitation. Nous irons vous parler sur quelques allures fiscales qui existent ici au Portugal. Pour vous dire que les gouvernements portugais, et je parle de différents gouvernements portugais, de gauche et de droite, qui ont plus ou moins la même stratégie nationale qui est d'attirer les étrangers pour investir et pour vivre au Portugal, mais aussi pour attirer le capital extérieur pour le Portugal. Nous irons vous parler maintenant dans cet webinaire de les RNH qui est connu par les RNH 2.0. Je n'aime pas vraiment les noms parce qu'il n'existe pas, mais c'est plus connu aujourd'hui comme RNH 2.0 et aussi sur les nouvelles mesures qui ont été prises sur les budgets d'État pour 2025 qu'on appelle les mesures fiscales pour les jeunes et qui est sur les impôts sur les personnes, sur les revenus, sur les rentes, les personnes physiques. Enfin, on vous parlerait un peu sur d'autres allures fiscaux qui sont intéressants et qu'on peut laisser pour autre webinaire. On parlerait sur ça avec Rachel. Premièrement, le résident non habituel, comme vous irez voir, premièrement, un résident non habituel, c'est un résident qui n'était pas résident avant et qui devient résident au Portugal. Les résidents non habituels, c'est le dernier régime qui a été terminé en 2023. En tout cas, le gouvernement a approuvé un régime transactionnel pendant 2024 et pendant aussi 2024 a approuvé un nouveau régime qui est plus connu comme RNH 2.0, mais qu'on peut l'appeler de EFICI. Vous irez aussi écouter ce nom de EFICI. Cet nouveau régime, c'est un régime pour attirer des personnes, des nouveaux investissements pour le Portugal et pour attirer recherche scientifique, et innovation au Portugal. Mais les bénéfices fiscaux sont presque les mêmes qu'avant, mais je dirais même mieux qu'avant. Premièrement, le revenu d'origine portugais maintient le taux applicable de 20%. Ça signifie que les revenus d'origine portugaise ont un taux applicable de 20% sur une activité, sur les salaires et sur les professions libérales, mais et sur les revenus de sources étrangères. Et aussi, il y a aussi, comme avant, une exonération totale sur les revenus d'emploi, ça signifie salaire, sur les revenus d'une activité indépendante, ça signifie profession libérale, honoraire. Sur les revenus de capital, ça signifie redevance, dividendes, intérêts bancaires, tous les revenus de capital. Ça signifie revenus fonciers, rente, et ça signifie tous les gains de capital. Ici, une petite différence qui est très importante parce qu'avant, ce qui était exonéré était seulement les gains de capital, les plus-values immobilières de sources étrangères. Maintenant, la exonération inclut non seulement le plus-value immobilière, mais aussi les plus-values euh, mobilières. Ça signifie que ça inclut les plus-values des actions et des obligations et autres plus-values mobilières.
comme le RNH 1.0. Cet régime est accordé pour une période de 10 ans. Je vous note que le régime antérieur, le RNH1, est en vigueur parce qu'il y a une clause de sauvegarde pour les personnes qui ont déjà le régime antérieur et pour maintenir le régime antérieur pendant les périodes de 10 ans qu'ils avaient avant. Mais ce nouveau régime a une période aussi de 10 ans, une période de 10 ans avec toutes ces exemptions pour les revenus de source étrangère et les 20% pour les revenus d'origine portugaise. Ici aussi, il y a une exception pour les revenus provenant de paradis fiscaux. Il y a une liste des pays qu'on considère, que le gouvernement portugais considère de paradis fiscaux et qui ne sont pas exonérés. La liste est une liste qu'on peut voir et c'est facile de vous montrer. La différence aussi avec le régime antérieur, c'est que les pensions ne sont pas incluses. Ensemble, on peut conclure que ce régime inclut les bénéfices, les gains de capital, les plus-values mobilières et qui a un moins les pensions. Ça signifie que maintenant, c'est nécessaire d'avoir un lien avec un travail ici au Portugal. On va voir qu'il y a aussi une différence entre le continent ici au Portugal et les régions autonomes. Et je passe maintenant le mot à Maître Rombi pour vous expliquer les conditions d'obtention le régime 2.0. Merci beaucoup. Donc déjà, bonjour à tous. Donc effectivement, dans le cadre du RNH 2.0 et de l'IFSI, la grande différence, on va dire, c'est effectivement sur les deux volets. C'est que premièrement, l'objectif est d'attirer des personnes à haut potentiel professionnel. Et d'où le fait effectivement et retirer effectivement du IFSI les personnes ayant des pensions. Et le deuxième chose, c'est qu'effectivement, au niveau de l'avantage de l'IFSI, celui-ci est beaucoup plus large, effectivement, au niveau de l'exonération, au niveau effectivement des sources étrangères. Alors, comment en bénéficier? Finalement, c'est quelque chose qui est assez similaire à ce qu'on avait connu avec le RNH. À savoir qu'il faut effectivement devenir un résident fiscal au Portugal et donc venir vivre au Portugal. Ça, c'est très important que les gens comprennent que quand on devient résident, pour pouvoir en bénéficier, il faut vivre. Ne pas avoir été résident fiscal au cours des 5 années précédentes. Et après, il faut effectivement que les personnes rentrent dans les listes et dans les catégories qui sont explicitement indiquées au niveau effectivement de ce nouveau régime. L'accès à ce régime implique un enregistrement préalable auprès des organismes publics compétents. Ça, c'est aussi une grande différence par rapport au RNH. Le RNH, les demandes se faisaient toutes par le biais effectivement des services des finances portugaises. Là, au regard effectivement que la liste qu'on va vous présenter est beaucoup plus exhaustive et a des domaines de compétences beaucoup plus spécifiques, elle se fera selon le domaine de spécificité de profession et de catégorie, selon des organismes spécifiques appropriés à ces listes-là. Ce qui est très important aussi de comprendre dans ce régime, il y a une vraie différence par rapport au RNH que vous connaissiez peut-être, c'est que le régime non habituel, comme il était connu avant, vous aviez effectivement, dès le démarrage de l'inscription, les 10 années consécutives. Il n'y avait pas besoin de faire quoi que ce soit dans ces 10 années, juste à pouvoir effectivement faire sa déclaration des revenus de manière annuelle et d'indiquer que vous étiez effectivement bénéficiaire du RNH. Sur ce ici, donc sur ce RNH 2.0, c'est très différent puisqu'il faut non seulement continuer à maintenir sa résidence fiscale au Portugal, mais aussi exercer une activité
énumérée dans cette liste et venir la justifier chaque année. Donc ça demandera effectivement une vérification annuelle et que vous rentriez bien effectivement dans cette liste. Donc ça, c'est vraiment très important. Euh, Seulement ajouter un petit détail que Maître Omi a dit les différences, mais il y a une similitude. Oui. C'est l'enregistrement, c'est un enregistrement déclaratif. Oui. Même si vous n'êtes pas enregistrement, les tribunaux portugais considèrent que l'enregistrement, c'est seulement déclaratif, ce n'est pas constitutif de droit. Ça signifie, comme avant, que si vous n'avez pas fait les registres, que ça vous retire pas le droit d'avoir l'accès au régime. Et je crois que ça, c'est très important parce que c'était discuté au tribunal portugais et il y a beaucoup de décisions qui ont admis que les registres n'est pas constitutif du droit et c'est seulement déclaratif et que vous avez le droit, même si vous avez fait pas le registre. Je crois que c'est un point, c'est la même situation maintenant et avant. Oui, nous excusez. Voilà. Alors, au niveau effectivement donc de la liste, juste pour que vous compreniez, quelles sont les personnes qui peuvent en bénéficier? Ce sont des personnes qui exercent des activités dans l'une des situations suivantes. On a ouvert effectivement dans le cadre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, même les personnes qui travaillent dans le cadre des membres d'organes de gestion. On a ouvert aussi à des emplois qualifiés, y compris les membres des organes donc, de direction. Et on va vous expliquer après, dans les emplois qualifiés, quels sont les métiers plus spécifiques qui ont été élargis. Tout ce qui touche effectivement au domaine de la recherche et du développement de personnel et les postes de travail des sociétés start-up. Donc, il ne suffit pas d'avoir une start-up, il faut que la start-up soit certifiée au Portugal. Donc, c'est une procédure d'ouverture d'une start-up au Portugal et que celle-ci soit certifiée effectivement par notre organisme spécifique. Dans le cadre effectivement aussi de ce qui est important, c'est que les personnes qui souhaitent exercer des activités en tant que résidents fiscaux dans les régions autonomes de Madère et Açores pourraient bénéficier effectivement de l'IFSI. On attend encore le décret législatif régional qui ne devrait effectivement pas tarder, mais c'est un avantage qui est ouvert aux régions autonomes. Et là, je pense que peut-être il y a un petit mot spécifique sur ce point. Non, c'est seulement pour vous dire que nous attendons pour quelques développements législatifs et nous attendons quelques développements législatifs aussi ici, sur les régions autonomes. Les régimes de Madeira et Açores, qui sont des régions autonomes ici au Portugal, vont bénéficier d'un régime beaucoup plus large et qui peut-être ça va dépendre pas d'une qualification spécifique de job position, comme est-ce qu'on dit, d'un emploi spécifique, mais seulement de la résidence. Nous attendons dans quelques semaines peut-être sur ce développement à cette région autonome de Madeira et Açores. Alors, dans le cadre effectivement des postes de travail qualifiés, là on parle effectivement de salaire, il y a deux points de choses qu'il faut savoir. C'est que premièrement, ces professions hautement qualifiées doivent être exercées dans deux types d'entreprises, à savoir les entreprises ayant déposé des demandes au niveau effectivement du régime fiscal de soutien à l'investissement et qui rentrent dans les termes du code du portugais de l'impôt sur l'investissement ou dans les entreprises industrielles et de services dont l'activité principale correspond à l'un des codes spécifiques définis par l'arrêté ministériel qu'on va vous présenter et qui exportent au moins 50% de leur chiffre d'affaires au cours de l'année où les droits correspondants ont commencé à être perçus en cours de l'une des 2 années précédentes. La liste des postes de travail sur celle-ci. Ça peut être effectivement des directeurs généraux et les directeurs exécutifs, ça peut être les directeurs de services administratifs et commerciaux, les directeurs de production et des services spécialisés, les experts en physique, mathématiques, ingénierie et techniques similaires, créateurs industriels et d'équipements, les médecins et les professeurs d'université et d'enseignement supérieur, et les experts en informatique et en communication.
Après, il y a effectivement, et je pense que là, c'est important de le prendre en considération, c'est que en plus effectivement de rentrer dans ces classifications de métiers, il faut avoir au minimum en termes de diplôme, soit une licence, soit un doctorat, et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans. Mais ça, je pense que peut-être il y a une spécificité après sur les codes de métier. C'est important de vous dire que nous attendons ici, sur l'Agence pour l'investissement et le commerce extérieur de Portugal, aussi quelques développements législatifs sur les activités qui sont considérées qualifiées aussi. Si nous attendons des développements législatifs. Seulement un mot pour vous dire que les listes de professions hautement qualifiées ne sont pas très différentes les régimes intérieurs, mais c'est important que cette profession soit exercée dans une activité spécifique. Et cette activité spécifique sont celles-là qui sont définies pour cette code définie pour arrêt ministériel. Ils sont dans les industries extractives, des industries manufacturées, activités d'information et communication, recherche et développement physique et sciences naturelles, enseignement supérieur et activités de santé humaine. Comme vous voyez, il y a un lien entre les activités et la liste de professions hautement qualifiées. Euh, aussi pour vous dire que... Attends, ça me minute. Ouais. Aussi pour vous dire qu'il y a une procédure. La règle, c'est que l'enregistrement, les inscriptions, la règle, c'est de les faire jusqu'à le 15 de janvier de l'année suivante. Ça, c'est la règle. Mais cette année, parce que c'est le premier, ça se fait jusqu'à 15 de mars de 2025. Ça se fait auprès de l'entité publique compétente en fonction de l'activité exercée. Euh, c'est aussi important de vous dire que la confirmation, la vérification de la profession hautement qualifiée, c'est un domaine, ça se fait avec l'entité patronale. C'est l'entité patronale qui reçoit l'employé, qui confirme la profession hautement qualifiée, confirme aussi cette qualification. Et si vous avez parlé nous avons parlé des résidents non habituels 2.0, on va vous parler maintenant sous les régimes de les jeunes, que c'est nouveau pour 2025. OK, OK. Alors, il est vrai que il y a une vraie volonté politique et une volonté législative de pouvoir non seulement garder nos jeunes et nos jeunes diplômés donc au Portugal, comme il y a une vraie volonté aussi d'attirer les jeunes de l'étranger vers le Portugal. Donc, il a été effectivement indiqué, le budget de l'État donc a été en mesure effectivement de l'appliquer dans le cadre du fameux impôt sur le revenu des jeunes et qui amène effectivement un avantage fiscal dans le cadre de l'impôt sur le revenu. Alors, quelles sont les conditions d'applicabilité et à qui s'adresse-t-il ce sont justement donc, les personnes jusqu'à l'âge donc, de 35 ans et pour les 10 premières années d'activité professionnelle. Ça inclut quoi? Les deux catégories donc, de revenus qui sont les revenus de travail dépendant, les salariés, donc nous on classe dans les catégories A, et les revenus de profession libérale ou des entreprises qui sont les travailleurs donc, indépendants, les professions libérales de catégorie B. Bien entendu, cette exonération-là ou cet avantage fiscal a un plafond d'exonération qui est sur notre base de l'indice aide sociale, qui est, en tout cas en 2024, à recorriger ici sur 2025, qui avait un plafond effectivement donc d'exonération jusqu'à 28 000 euros à peu près. Voilà. Au niveau effectivement donc, de la progressivité, c'est un régime qui se veut et un avantage fiscal qui se veut progressif
à savoir qu'il est effectivement 100% sur la première année de revenus par rapport au plafond que je vous ai mentionné, 75% sur la deuxième à la quatrième année de revenus, 50% sur la cinquième et la septième année de revenus et 25% de la huitième à la dixième année de revenus. Donc l'objectif ici est de donner un vrai coup de pouce aux jeunes pour qu'ils puissent entrer progressivement dans le monde du travail, dans le fait effectivement de pouvoir progressivement acquérir une expérience professionnelle et pouvoir effectivement avoir cet avantage fiscal en début de vie professionnelle. S'il y a à un moment donné, au cours d'une année, il n'y a pas de revenus, l'exonération peut être reprise, ce n'est pas coupé. On est effectivement dans les 10 années, mais il y a cette flexibilité aussi à ce qu'elle puisse se poursuivre si à un moment donné, le contribuable n'a pas eu de revenus en cours d'année. Donc ça, c'est aussi une flexibilité voulue par le gouvernement. Donc je ne sais pas si après, au niveau des exceptions au régime. Oui, seulement pour vous dire deux ou trois choses plus. Il y a des exceptions et qui signifie que les régimes ne sont pas cumulables. Ça signifie que on peut pas, le jeune ne peut pas bénéficier de ça qu'on appelle les IRS jeunes s'ils bénéficient les régimes antérieurs, les RNH 1.0 ou s'ils bénéficient les régimes de recherche scientifique et innovation, les RNH 2.0, ou s'ils bénéficient de l'autre régime, le programme Regressar. Le régime programme Regressar, c'est pour les personnes qui, qui étaient résidents avant et qui revient résident pour le Portugal et qui peut bénéficier aussi, et ça s'applique aussi pour les immigrants portugais, et qui peut bénéficier d'un taux de 50% de le taux applicable sur les salaires et sur les honoraires pour les professionnels libéraux. Et la dernière exception au régime, c'est les contribuables qui ne sont pas dans une situation régulière, il ne faut pas aussi bénéficier sur les régimes, de ce régime des RIS jeunes. Pour terminer, nous voulons aussi vous laisser une petite note qu'on peut laisser à Rachel pour les prochains webinaires, qu'il y a d'autres allures qu'on peut parler. Premièrement, pour vous dire que nous avons un régime sur les crypto-monnaies très intéressant ici au Portugal, surtout sur les plus-values, mais ici un régime spécifique et spécial sur l'activité des crypto-monnaies. Le premier. Le deuxième, c'est que nous n'avons pas un impôt sur les successions et sur les donations. En tout cas, nous avons un impôt de timbre de 10%, mais dans la famille nucléaire, sur les transmissions entre descendants directs et ascendants directs et entre époux, il y a une exonération totale. Ça signifie qu'il n'y a pas impôt de timbre, il n'y a pas de succession et donation dans la famille nucléaire principale. Une autre chose, c'est qu'il n'existe pas ici un impôt sur la fortune. L'ISF n'existe pas aussi au Portugal. Une dernière chose, ou deux dernières choses seulement pour vous dire que les plus-values mobilières n'incluent pas œuvres d'art. Ça signifie que si quelqu'un a un Picasso et qu'il veut le vendre, autant, pas comme, autant que, et que c'est considéré comme un plus-value mobilière, ce n'est pas inclus même à l'assiette de notre impôt sur les rentes, sur les rentes des personnes physiques. Parce que ce n'est pas inclus dans l'assiette. Et dernièrement, Portugal est un pays vraiment ouvert à l'investissement étranger. Et ça inclut un réseau de conventions internationales pour éviter ou pour éliminer la double imposition qui est très, très, très intéressante, qui inclut tous les pays de langue portugaise qui sont neufs, mais surtout
tous les pays de l'Europe, sans aucune exception, inclut la France, la Belgique, la Suisse, tous les pays en Europe, autant que c'est l'Europe, presque tous les pays de l'Amérique latine et beaucoup des pays de l'Asie. Ça inclut la Chine, le Japon, Hong Kong, Singapour, Macao, Corée du Sud. Ça signifie qu'avec toute cette convention de double imposition et avec ça, et autant que État dans l'Union européenne, Portugal va se situer autant qu'entrée qui porte pour l'Europe. Et sont des allures qu'on peut parler un jour, c'est Rachel va organiser dans les prochains séminaires. Je ne sais pas si Romy va terminer Non, avec je pense effectivement que le Portugal, même si le RNH qui était le plus connu finalement s'achève, reste quand même un pays extrêmement attractif. Attractif toujours parce qu'il y fait bon vivre et je pense que les gens quand ils viennent, c'est parce qu'ils aiment aussi être au Portugal et apprécient la tranquillité et le climat et l'accueil que les Portugais font. Mais qu'effectivement, au niveau fiscal, il reste et continue à être attractif. Et donc, je pense que ça, c'est important de le mentionner. Voilà, en tout cas, on vous remercie pour votre attention. Alors, il y a une question qui est arrivée de Quentin qui demande concernant les revenus fonciers. Si j'ai un appartement en France, je ne paye pas d'impôt au Portugal sur ces revenus, mais je les paye en France. La question s'adresse à Rogerio ou elle s'adresse à Olivier? euh, on peut dire sur les côtés portugais, si vous n'êtes pas RNH 1 au dos, si vous êtes RNH 1 au dos, sous un contrat de location, si vous êtes résident au Portugal et RNH 1 au dos, les rentes qui est reçue d'une location faite sur un appartement, sur une maison qui est située en France, est exonéré au Portugal. Okay? Il ne paye pas au Portugal, mais il paye en France autant que non-résident. Sur les impôts qui est payant en France, le taux applicable, c'est mieux de ce que notre confrère va dire. Okay? En tout cas, au Portugal, c'est exonéré. Seulement, un deuxième mot, si vous n'êtes pas résident non habituel 1 ou 2 au Portugal, et si vous payez si vous êtes résident, mais non RNH 1 ou 2, et si vous payez impôt en France sur la rente de la maison, de l'appartement en France, vous pouvez aussi déduire le montant d'impôt que vous payez en France sur le montant que vous irez payer au Portugal. Ça signifie qu'au Portugal, vous n'irez pas payer deux fois. OK? C'est un autre détail. Et enfin, il y a Léopold aussi qui a posé la question, quelle procédure pour obtenir le IRS pour les jeunes? En fait, si vous voulez, dans le cadre de l'IRS, ça va être automatiquement, c'est quand on va faire effectivement la déclaration qui va s'appliquer dans ce contexte-là. Donc, il n'y a pas de procédure spécifique comme on peut le voir dans le cadre du RNH 2.0 ou même dans d'autres programmes comme Regressal. Ici, il va s'appliquer par rapport à votre situation fiscale. C'est par rapport à votre âge et par rapport effectivement aux revenus que vous allez avoir et si vous avez déjà des années de déclaration et de profession, en fait. Ok, d'accord. De toute façon, je lui demanderai de prendre contact avec vous après le webinaire. D'accord. Alors, merci Roger et merci Romy. On va passer la parole à Olivier. Olivier, tu as une présentation à mettre à l'écran? Bonjour à tous. Oui, bonjour. J'ai mon écran. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Rachel, est-ce que tu le vois? Non, parce qu'il faut que Rogerio arrête le partage d'écran chez lui. Je peux voir, j'aime. Voilà, et on va noter, on s'excuse, juste Ah, la pas de problème. partie juste de noter. Et le système nous fait une petite une refuse.
Est-ce que c'est tout bon? Est-ce que là maintenant c'est possible? Non, il est toujours en actif. C'est bizarre, il nous Non, refuse. il faut que vous arrêtez le partage d'écran chez vous. Oui, oui, c'est ce qu'on essaye de faire, mais notre système nous le refuse. On s'excuse, hein, veuillez nous excuser. C'est chez nous, on a un problème technique. Voilà. C'est Voilà, bon. là. Merci, Merci veuillez nous beaucoup. excuser. Merci. Euh, ok, donc Rachel, on voit mon écran. Allô, Rachel? Oui, oui, on le voit, bien sûr, Olivier. Parfait, très bien. Donc bonjour à tous. Donc moi je vais faire une intervention plutôt sur les points de vigilance à avoir pour des Français qui veulent s'expatrier au Portugal et sur les points qui me paraissent importants dans les adaptations à faire dans l'organisation de son patrimoine immobilier et financier dans le cas d'une expatriation. Donc la première chose à dire, c'est que comme l'a dit Rogerio, il y a une convention fiscale qui lie la France et le Portugal. Et quand vous quittez la France pour aller dans un autre pays, la France va toujours quand même chercher à faire en sorte de vous taxer et de faire en sorte que vous soyez encore considéré comme résident fiscal français. Il y a quelques critères pour être sûr, si vous partez au Portugal, d'être considéré comme résident fiscal portugais et non français. Et ces critères, ils sont définis par la convention fiscale. La première chose qu'on va regarder, c'est si vous avez où est votre foyer d'habitation permanent. Et concrètement, un foyer d'habitation permanent, ça va simplement être un bien immobilier, un appartement auquel vous avez accès et que vous pouvez habiter à n'importe quel moment. Si vous avez un foyer d'habitation permanent possible et au Portugal et en France, on va passer au second critère de la convention fiscale qui est où se situe le centre de vos intérêts vitaux. Et donc là, on va aller un peu plus dans le détail sur où est basée votre famille, où sont scolarisés vos enfants, où vous pratiquez vos loisirs, de quel pays vous tirez le maximum de vos revenus, etc. Donc par rapport à ces critères, on va souvent organiser son patrimoine de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de doute sur le fait qu'on soit résident fiscal portugais. Donc concrètement, souvent, on ne va pas garder de pied-à-terre en France et on va essayer le plus possible de placer son argent en dehors de la France pour limiter le plus possible les attaches qu'on a avec la France. L'autre point important à préciser, c'est qu'au Portugal, il n'y a pas effectivement de droit de succession en ligne directe, mais c'est pas pour autant que vous allez forcément échapper au droit de succession en France. Si vos héritiers sont en France au moment de votre décès et si vous avez encore du patrimoine en France, que ce soit des biens immobiliers ou du patrimoine financier, eh bien vous serez taxé au droit de succession en France sur ces biens. Donc il faut organiser son patrimoine en prenant en compte l'ensemble de ces enjeux familiaux et ne pas négliger des solutions qui peuvent permettre de diminuer les droits de succession en France si on garde du patrimoine en France. Les questions qui se posent quand on s'expatrie, la première souvent, c'est qu'est-ce que je vais faire de mes biens immobiliers? Est-ce que je les vends? Est-ce que je les garde comme pied à terre? Est-ce que je les mets en location, nus ou meublés? Il y a quelqu'un qui fait des dessins sur l'écran là, je ne sais pas qui c'est, mais c'est pas très grave. Des traits rouges, c'est pas moi. Je crois que c'est Benoît. Mais bon. Euh, donc, que faire de son patrimoine immobilier? Donc, pour moi, la question principale qui se pose sur l'immobilier, je dis toujours, c'est la rentabilité intrinsèque des biens. C'est-à-dire la question à vous poser, c'est est-ce que c'est plus intéressant financièrement de conserver ces biens avec les rendements qui peuvent être assez faibles une fois qu'on a fini de rembourser le crédit et les charges qu'on va avoir sur ces biens, taxes foncières, IFI en France, etc., ou est-ce que c'est plus intéressant de les vendre? Au-delà de ça, du point de vue de la convention fiscale, on essaie, comme je le disais, de ne pas garder de pied à terre. Les choses importantes à avoir en tête, c'est que quand on a une résidence principale en France et qu'on la vend, on est exonéré d'impôts sur les plus-values sur cette résidence principale. Si vous partez au Portugal, vous pouvez encore bénéficier de cette exonération d'impôts sur les plus-values un an après votre départ. C'est-à-dire que si vous partez au Portugal, vous vendez votre ancienne résidence principale, elle sera toujours exonérée d'impôts sur les plus-values si vous la vendez avant le 31 décembre de l'année suivant votre départ.
Sur l'immobilier également, autre point intéressant, c'est qu'en tant que non-résident, vous avez droit à des abattements sur les plus-values imposables sur les biens sur le deuxième bien que vous vendez hors résidence principale. Et ça, c'est quelque chose dont vous bénéficiez en plus que ce dont bénéficient les résidents fiscaux français. Enfin, par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure, bah, le patrimoine immobilier qui est détenu en France, même si vous partez au Portugal, il restera toujours taxable en France. Donc les revenus fonciers, les bénéfices fonciers ou de location meublée que vous tirez de ces biens, ils seront imposés en France, selon les montants ou au taux de 27,5% ou au taux de 37,5%, et ils continueront d'être imposés à l'impôt sur la fortune immobilière en France. L'autre question à se poser, c'est que faire de ces placements financiers? Là, sur le principe, on peut garder tout ce qu'on a en France. Enfin, il n'y a pas de loi ou quoi qui impose de liquider ces placements. On peut tout garder sauf les livrets réglementés, comme le livret d'épargne populaire, le livret de développement durable. Il y a des placements qui perdent leur efficacité, comme par exemple le plan épargne-action. Si vous partez au Portugal, bah, les plus-values, elles vont être imposées au Portugal. Donc du coup, l'exonération que vous avez en France dans le cadre des plus-values réalisées au sein du PEA, bah, elle a plus d'intérêt. Bon, au Portugal, vous n'êtes pas forcément imposé si vous êtes dans un système RNH, mais si vous sortez du système RNH, vous êtes imposé sur les plus-values réalisées dans le PEA. Il y a des enveloppes qui permettent de mettre en place des stratégies intéressantes avant votre départ, comme le plan épargne retraite, qui permet de défiscaliser assez fortement avant de partir. Et si vous partez au Portugal et que vous prenez votre retraite au Portugal, vous pourrez débloquer les sommes sans fiscalité. Enfin, les contrats d'assurance vie, c'est une enveloppe qui est reconnue au Portugal et qui a un certain nombre d'avantages. Et les personnes qui partent au Portugal, souvent privilégient justement l'assurance vie comme enveloppe de placement à juste titre. Pourquoi? Parce que c'est une enveloppe de placement très flexible. Les sommes qu'on a placées au sein de ces enveloppes restent disponibles à tout instant. On peut faire des retraits, des versements. Il n'y a pas d'impôt sur les sommes tant que, elles restent placées dans l'enveloppe. Et surtout, c'est un outil de transmission efficace si vous avez des bénéficiaires qui potentiellement seront en France au moment de votre décès. Puisque pour rappel, via l'assurance vie, on transmet 152 000 euros par bénéficiaire exonéré de droits de succession et qu'au-delà de ces sommes, les droits de transmission sont plafonnés à 20% jusqu'à 700 000 euros par bénéficiaire et 31% au-delà sans limite. Donc c'est un moyen de bénéficier d'une fiscalité sur les successions très avantageuse en France. Par contre, au Portugal, il va aussi y avoir une fiscalité très avantageuse sur l'assurance vie, sur les gains qui sont réalisés. Et on place souvent son argent en assurance vie en partant au Portugal parce que cette fiscalité avantageuse de l'assurance vie, eh bien, elle ne dépend pas du fait de savoir si vous êtes RNH, RNH de zéro ou pas. C'est-à-dire que quelle que soit votre situation au Portugal, et y compris après les 10 ans, à l'issue des 10 ans de ces régimes de faveur, on peut continuer de bénéficier d'une fiscalité favorable sur les gains qui ne dépend pas de vos statuts au Portugal. Au Portugal, si vous avez un contrat d'assurance vie ouvert depuis plus de 8 ans et que la majorité des sommes ont été versées sur ce contrat dans la première période de la vie du contrat, l'imposition sur les retraits sur les gains, ce que vous faites lors de retrait sera de 11,2%, plus éventuellement une cotisation sur les revenus exceptionnels, mais c'est une fiscalité qui est très très faible par rapport aux 28% de taxation des gains hors assurance vie, et c'est même beaucoup plus avantageux comme fiscalité que ce qu'on peut connaître en France sur les retraits. Comme je le disais tout à l'heure, quand on part de France, souvent on essaie de se déconnecter de la France. Donc on va souvent privilégier comme enveloppe de placement un contrat d'assurance vie, mais un contrat d'assurance vie de droit luxembourgeois, plutôt qu'un contrat d'assurance vie français, pour différentes raisons. D'abord pour des raisons de sécurité en cas de crise systémique. Le Luxembourg est l'une des places les plus sûres d'Europe financière plus que la Suisse. On échappe en plaçant son argent au Luxembourg et en tant que non-résident à tout risque de taxation tout risque de blocage type loi Sapin 2 et à tout risque de taxation de l'épargne qui serait mise en place par la France sur des placements non productifs par exemple.
Et puis, on bénéficie de la fiscalité avantageuse du Portugal sur les contrats d'assurance vie. Et on continue par contre de bénéficier des avantages en termes de transmission si on a des bénéficiaires en France. Et l'autre point qui fait qu'on privilégie un contrat d'assurance vie luxembourgeois plutôt que français, c'est la flexibilité dans la gestion du contrat. Dans un contrat luxembourgeois, on peut faire tout ce qu'on veut en termes de placement. On peut avoir des fonds prudents, monétaires. On peut avoir des actions en direct. On peut faire du private equity. On peut avoir des stratégies sans être contraint par une liste de supports définie par l'assureur. Donc voilà les points essentiels dont je voulais parler aujourd'hui.